Bonjour et bienvenue à vous tous au webinaire Le bénévolat en pleine transition, présenté par Bénévoles Canada. Avant de commencer, quelques points logistiques. Vos microphones sont tous sur le mode silencieux avant de réduire le bruit du fond pendant les présentations. Si vous avez des questions, veuillez les mettre dans le chat. Vous le trouverez en bas de votre écran. Nous avons réservé du temps à la fin pour vos questions et vos commentaires sont les bienvenus aussi. Vous pourriez commencer dès maintenant. On vous invite à écrire votre nom, votre organisme dans le chat pour que nous puissions tous voir qui est dans la salle. Finalement, nous enregistrons le webinaire et vous recevrez les liens pour l'enregistrement et pour la présentation PowerPoint par courriel. OK, on y va. Je m'appelle Alison Stevens et j'ai le plaisir de travailler chez Bénévoles Canada. Aujourd'hui, vous allez également rencontrer Ellen Fowler de l'organisme Centre-Pôle Roulant et Paul Clark qui travaille au sein de l'Action Réfugiés Montréal. Nous allons commencer par un peu de contexte. La pandémie, ce que Bénévoles Canada a entendu, faisant référence aux études diverses effectuées au Canada et à travers le monde. Ensuite, Helen et Paul vous parleront de comment leurs organismes ont composé avec les changements et les défis qu'ils ont rencontrés. Aussi des opportunités qu'ils ont saisies et, j'espère, des leçons qu'ils ont tirées au cours de rue. On termine avec une période de questions. En premier, un peu sur Bénévoles Canada pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas. Bénévoles Canada, comme la plupart d'entre vous, est un OSBL. Nous assurons un leadership pan-canadien et une expertise dans le domaine du bénévolat de manière à accroître la participation bénévole et à améliorer la qualité et la diversité des expériences des bénévoles. Pourquoi? On veut voir les Canadiens engagés, les collectivités solides et penchées, un Canada dynamique. Nous ne travaillons pas seuls, évidemment. Nous travaillons pour et avec un réseau de 200 plus centres d'action bénévoles et aussi des OSBL, des compagnies, des institutions d'éducation, des départements. Excusez-moi, je me demande s'il y a un problème. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Oui, nous pouvons vous entendre. Oui. Il y a des fois des problèmes techniques. Donc, la pandémie a changé chaque aspect de nos vies personnelles et nos collectivités et évidemment, comment les organismes fonctionnent. Depuis le début de la COVID, à Bénévoles Canada, nous étions intéressés à comprendre l'incidence de la pandémie sur le bénévolat du point de vue des organismes et bénévoles eux-mêmes. Nous avons entrepris un sondage au mois de juin. Vous l'avez peut-être vu passer. Nous sommes en train d'analyser les réponses de suivi qu'on a lancé juste il y a quelques semaines. Il y avait d'autres études au Canada et dans le monde et ça continue. Pour le moment, il y a quelques constats ou faits saillants qu'on peut noter. Comme vous le savez bien, les organismes sont menacés par les effets cumulatifs, la diminution des revenus, la distanciation physique, la perte d'emploi, la pression sur les opérations, soit à la cause de plus de demandes ou de moins de demandes. Évidemment, les organismes ont dû adapter. Les programmes sont suspendus ou ils sont maintenus avec modification, des événements annulés, des employés mis à pied ou en disponibilité,
le télétravail pour les employés. Au sujet du bénévolat, il y a une diminution d'opportunités en général. Beaucoup de rôles bénévoles deviennent virtuels et des nouveaux rôles à distance ont été créés. Pas de surprise, les organismes sont en train de planifier pour un avenir incertain. Seront les changements maintenus? Doit-on rappeler les bénévoles? Si oui, comment s'assurer leur sécurité? Aurons-nous besoin de nouvelles campagnes de recrutement? Et comment obtenir le financement qu'il nous faut? J'ai mentionné tantôt notre sondage le plus récent. Je vous donne maintenant un tout petit avant-goût. Voici les réponses à une question posée aux organismes sur les défis à relever présentement. L'offre de services avec moins de bénévoles, c'est la réponse choisie par presque 50% des organismes. En deuxième place, difficulté à accéder à la technologie pour le bénévolat virtuel. Et après 8 mois de pandémie, il y a encore un manque de personnel pour appuyer le bénévolat. Je trouve intéressant que 30% se trouvent avec un surplus de candidatures. Cependant, il y a des organismes qui ont la difficulté à trouver des bénévoles. Lesquels de ces défis sont les plus présents dans votre organisme? Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Maintenant, c'est mon plaisir d'inviter Ellen Fowler à vous parler de Centre Paul Roulant et comment ils ont composé avec l'impact de la pandémie sur le bénévolat chez eux. Ellen est la coordinatrice des bénévoles à Centre Paul Roulant. Depuis 2018, elle a beaucoup travaillé dans le domaine communautaire, surtout avec les nouveaux arrivants, et elle a été bénévole elle-même, même à Action Réfugiés Montréal, pendant plus de 10 ans avant de coordonner les bénévoles au Roulant. Hélène s'intéresse beaucoup à bâtir des espaces inclusifs et accueillants pour rassembler la communauté et dans son poste actuel, elle essaie de créer des occasions de connexion et d'entraide pour les personnes qui souhaitent utiliser leur énergie pour prendre soin de leur communauté. Over to you, Ellen. Donc, allô tout le monde, j'espère que vous m'entendez, c'est pas facile de savoir, mais j'imagine que vous êtes là. Donc, comme Alison a dit, oui, merci. Comme Alison a dit, je suis la coordonnatrice des bénévoles à Centre Paul Roulant. Puis notre organisme a resté ouvert depuis le début de la pandémie, donc j'ai beaucoup d'expérience à vous partager, puis j'espère que ça va vous aider dans votre travail aussi. Alison, you can go to the next slide. Donc, je vais juste commencer par une idée de on est qui comme organisme, si vous n'avez jamais entendu parler de Centre Paul Roulant. Donc, on est vraiment une communauté intergénérationnelle rassemblée autour de la nourriture. Donc, tout ce qu'on fait, c'est un peu avec l'objectif de bâtir la communauté, puis aussi la sécurité alimentaire. À la base, notre service le plus important, c'est la popote roulante. Donc, on fait la livraison à domicile des repas chauds pour les personnes avec une perte d'autonomie. On fait entre 100 et 150 repas par jour, 5 jours par semaine, toute l'année, même le jour de Noël, si c'est pas un jeudi ou un dimanche. Donc, vraiment, toute l'année, on est là, on fait de la nourriture pour la communauté. Puis, on fait aussi plusieurs programmes liés à la popote roulante. Donc, on a aussi un programme d'agriculture urbaine. On a un jardin sur le toit de notre bâtiment. On a des terrasses où on fait pousser plein de légumes et des fleurs. Puis, on a aussi des jardins en face de notre espace en ville. Puis, on a aussi une ferme périurbaine à Senneville, dans l'ouest de l'île, où on fait pousser beaucoup de légumes qu'on utilise dans la popote roulante, surtout pendant l'été.
On fait aussi de la transformation alimentaire où on prend des choses qui viennent de notre ferme pour les transformer, pour pouvoir les utiliser pendant le reste de l'année. Et on a des collectifs de bénévoles qui utilisent notre espace. Donc, il y a 5 collectifs. C'est un peu comme des mini-organismes qui utilisent notre espace, puis on partage un peu les ressources. Puis ils ont des objectifs qui sont liés à notre objectif, mais ils sont un peu hors du cœur de ce qu'on fait. Donc, on a un atelier de vélo communautaire. On a un collectif qui fait l'apiculture. On a des ruches d'abeilles sur le toit de notre bâtiment. On a aussi le mi-collectif qui fait pousser des champignons dans notre sous-sol pour pouvoir faire pousser notre propre nourriture même pendant l'hiver. On a aussi un collectif qui s'appelle les fruits défendus qui font la cueillette des fruits urbains pour un peu éviter le gaspillage alimentaire en ville. Puis on a aussi un collectif de vermicompost. Donc on a des vers de terre dans le sous-sol où on peut utiliser les restes de la cuisine, les mettre dans le sous-sol, créer de la terre qu'on peut remettre dans le jardin pour créer un peu plus un cycle alimentaire un peu plus complet. Donc, il y a vraiment beaucoup d'activités qui se font en même temps. Je vous invite à venir nous voir en personne un jour dans l'avenir parce que c'est pas facile à imaginer comment tout ça peut se passer dans un même bâtiment. Mais généralement, tout est autour de la communauté et la nourriture et les bénévoles sont vraiment impliqués dans chaque partie du travail qu'on fait. On peut continuer à la prochaine slide. Parfait. Donc, je vais vous donner un peu une idée de c'était quoi le bénévolat à Centre Paul Boulan avant la pandémie. Donc, une chose qui est importante à savoir, c'est qu'on a généralement environ 2000 bénévoles par an. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui nous aident à faire notre travail parce qu'il y a beaucoup de différents programmes qui se font tout en même temps. Donc, on a des bénévoles qui nous aident avec la préparation et l'emballage des repas, avec la livraison des repas, avec tous nos collectifs, avec notre ferme et avec l'agriculture urbaine, puis aussi avec nos événements pour la communauté. Donc, on fait des événements juste de rassemblement de communauté. On fait à chaque été un événement qui s'appelle Rue Fermier, où on invite tout le monde à juste découvrir notre organisme qui célébrer la communauté en même temps. Puis aussi, on fait des événements pour les clients de la Popote roulante où on les invite à venir manger avec nous. On va aller à la cabane à sucre ou faire la cueillette des pommes. Puis on a des bénévoles qui nous aident avec ça aussi. Notre espace a toujours été un espace accueillant pour les bénévoles. Donc, on a normalement, pas dans le temps de pandémie, on a des divans dans notre bureau où il y a des bénévoles qui restent toute la journée, juste chiller sur les divans. Puis on a aussi une table de dîner où on mange tous ensemble normalement. Donc le personnel et les bénévoles ensemble. Chaque jour à midi, on mange tous ensemble. Donc il y a vraiment un esprit communautaire dans notre espace. Puis aussi, on a beaucoup de flexibilité dans les niveaux d'engagement. Donc, il y a des gens qui viennent 3 fois par semaine, toutes les semaines, pendant des années. Puis d'autres personnes qui vont venir juste une fois de temps en temps ou juste une fois par année. On a des bénévoles qui viennent nous aider le jour de Noël à chaque an, puis ils viennent pas durant toute l'année autre que ça. Puis on a aussi différents types de bénévoles. Donc, on a surtout des personnes qui viennent en tant qu'individus, mais on a aussi des bénévoles corporatifs qui vont venir faire des projets de travaux d'équipe et aussi des groupes des autres organismes communautaires, des groupes d'étudiants, des groupes de personnes qui étudient, par exemple, le travail social ou qui sont des étudiants en médecine. Donc, il y a vraiment beaucoup de profils de personnes différents, mais généralement, on dit que c'est des personnes en transition. Donc, souvent des personnes qui viennent de prendre la retraite, qui viennent d'arriver à Montréal, qui viennent de commencer leurs études, des gens en transition dans leur vie. Puis une chose aussi qui est importante dans la bénévolat à Centre Paul Boulan, c'est qu'on essaie d'être un espace inclusif et accessible. Donc, par exemple, dans notre cuisine, on a des comptoirs ajustables pour que quelqu'un en fauteuil puisse aider quand même dans la cuisine. On a dans nos jardins des bacs de jardinage qui sont aussi faits pour des personnes avec une mobilité réduite. Puis on a aussi des personnes qui font des liaisons avec des difficultés
cognitif, social, physique qui ont besoin d'un partenaire pour faire les livraisons ensemble. Puis on essaie le plus possible que ça soit accessible à tout le monde qui veut nous aider. Maintenant, on peut parler de comment ça a changé depuis mars. Ça a beaucoup changé. Donc, au début, on s'est dit, la chose qu'on fait qui est la plus importante, c'est la popote roulante. Donc, on a vraiment réduit nos services au début pour pouvoir continuer la popote parce que nos clients avaient toujours besoin de manger. Donc, au lieu d'avoir, on va dire, 30 bénévoles par jour, on avait peut-être 15. Donc, il y avait beaucoup moins de personnes et moins de programmes aussi. En début de la saison agricole, on avait juste du personnel à la ferme et dans les jardins. Au fur et à mesure, on a remis les bénévoles dans différents programmes, mais vraiment au début, c'était juste la popote roulante qu'on faisait. Il y avait aussi beaucoup moins de flexibilité au niveau le niveau d'engagement. Donc, au lieu de dire à tout le monde, vous pouvez venir quand vous voulez, on a demandé un peu plus de structure puis les bénévoles plus réguliers pour avoir moins besoin de faire la formation à tous les jours avec les gens. Au début, on n'avait pas de bénévolat de groupe, on n'avait pas de bénévolat corporatif. On commence maintenant à réintégrer ces choses-là. On a changé aussi notre façon de former les bénévoles. Avant, on faisait des séances d'information dans notre espace avec du gâteau, avec beaucoup d'énergie. Puis maintenant, on les fait virtuellement. On essaie d'avoir la même énergie, mais c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Mais ça se passe quand même bien jusqu'à présent. On a aussi arrêté de faire des événements avec nos clients, malheureusement, parce que nos clients sont des personnes très à risque du virus. Donc, on n'avait plus besoin de bénévoles pour nous aider avec nos événements non plus. Les livraisons ont beaucoup changé. Avant, on disait toujours que ce n'était pas juste un service de livraison de repas, mais aussi un service de connexion sociale avec nos clients. Mais on a commencé à juste livrer le repas sur la porte de la personne puis partir. Donc, on n'a plus de contact direct entre les bénévoles et les clients, ce qui a beaucoup changé l'expérience aussi de la livraison pour les bénévoles parce qu'il y a beaucoup moins de contact humain qui fait partie de ça. Et on a aussi beaucoup de mesures sanitaires comme tout le monde. Tout le monde porte un masque. On essaie de garder les 2 mètres entre tout le monde. On demande à nos bénévoles de se laver les mains quand ils entrent dans l'espace. On envoie du Purell avec tout le monde pour les livraisons. Beaucoup de choses juste pour essayer de garder tout le monde en bonne santé. Donc, je vais maintenant parler de nos défis, qui est le prochain, voilà. Donc, une chose qui est particulière avec notre organisme, c'est le fait que ce qu'on fait, c'est très physique. Ça se passe dans notre espace. Donc, ce n'était pas possible pour nous de juste changer du bénévolat à distance parce qu'on avait besoin des personnes pour cuisiner les repas puis pour livrer les repas. C'est quelque chose qui se fait en personne physiquement. La santé de nos clients aussi était un enjeu très important parce que, en même temps, nos clients avaient plus que jamais besoin de notre service parce qu'ils étaient encore plus isolés à la maison, ils ne pouvaient pas sortir. En même temps, c'était les personnes le plus à risque s'ils tombaient malades. Donc, on avait besoin de trouver un équilibre entre continuer à offrir notre service pour qu'ils puissent continuer à manger, mais aussi garder tout le monde en sécurité, qui était, je vais dire, stressant au début. Il y avait beaucoup de responsabilités sur nos épaules. Le recrutement a beaucoup changé pour nous. En début de la pandémie, la première quarantaine, on a eu une grosse vague de nouvelles personnes, des centaines de personnes qui nous appelaient pour faire du bénévolat, autant qu'on avait besoin de fermer les portes aux nouvelles bénévoles. Et c'est la première fois qu'on a fait ça depuis 25 ans, depuis le début de l'organisme. On n'était juste pas capable de gérer le montant d'appels. Donc, au début, on avait beaucoup de nouvelles personnes, mais pendant l'été, quand les choses ont commencé à rouvrir, puis les gens ont pu sortir puis voir leurs amis dehors, on a vu vraiment une baisse de nombre de personnes qui voulaient venir faire du bénévolat. Donc, on a dû travailler encore plus fort pour recruter que d'habitude. Ouais, ça a vraiment changé. On a eu beaucoup de vagues de combien de personnes voulaient faire du bénévolat avec nous.
On a aussi créé des nouveaux systèmes pour répondre à nos nouveaux besoins. Donc, par exemple, avant, notre horaire pour les bénévoles était en papier sur le mur. Puis maintenant, c'est sur l'ordinateur. Puis la chose qui a été difficile, c'est qu'on a créé les nouveaux systèmes un peu sur le tas. On était dans l'action, on avait besoin de changer des choses pour pouvoir continuer à offrir notre service. Mais les systèmes ont été bâtis pour une courte période de temps et maintenant on voit que ça ne sera pas une courte période de temps, ça sera peut-être beaucoup plus long que ça. Donc en ce moment, le gros défi, c'est de trouver une façon de rendre ces systèmes-là plus durables pour qu'on puisse continuer à offrir notre service, peu importe combien de temps ça dure, la pandémie. Un autre défi que moi personnellement, je trouve très important en ce moment, c'est de trouver un équilibre entre l'inclusion et la production. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de continuer à produire des repas. En fait, plus de repas maintenant qu'avant parce qu'il y a plus de personnes qui sont isolées chez eux. Mais aussi, les changements qu'on a dû faire dans le bénévolat ont eu aussi l'effet que ça soit moins inclusif maintenant qu'avant. Donc, par exemple, avoir moins de personnes dans la cuisine à la fois, ça veut dire qu'on a moins la capacité d'accommoder des personnes qui travaillent moins vite. Même chose pour la livraison, on envoie maintenant nos bénévoles seuls sur les routes, mais ça veut dire que les personnes qui ont besoin d'être avec quelqu'un parce qu'ils ont par exemple des problèmes de vision ou de mémoire, ils ne peuvent pas avoir un partenaire pour pouvoir faire la livraison. Donc pour moi, c'est quelque chose que au début, on a dit, OK, c'est un sacrifice qu'il faut faire pour continuer à offrir notre service. Mais quand on voit que ça continue, ce n'est pas un sacrifice qu'on veut continuer à faire pour le long terme parce qu'on veut que notre organisme soit une réflexion de la communauté autour de nous et que ça soit accessible à tout le monde qui veut participer. Je peux aussi parler de nos apprentissages parce que c'est ça qu'il y en a eu. Donc, au début de la pandémie, je me suis dit, c'est intéressant à quel point ça nous montre l'importance de notre service. Donc, à la fois, on voit que notre service est plus essentiel que jamais pour nos clients parce qu'ils sont encore plus isolés à la maison, ils ont besoin de nos repas. Mais en même temps, on a vu à quel point le bénévolat était essentiel pour les bénévoles aussi. J'ai toujours dit, j'ai toujours vu dans mon travail que ce n'est pas juste unidirectionnel le bénévolat. Ce n'est pas les bénévoles qui donnent quelque chose à nos clients, c'est aussi nos clients et le bénévolat en général qui donnent quelque chose à nos bénévoles. Puis on voyait surtout au début de la pandémie, quand tout le monde était isolé à la maison, à quel point ils étaient reconnaissants et contents de pouvoir venir à notre espace, voir d'autres personnes, avoir l'impression de contribuer quelque chose à la communauté. Pour eux, c'était vraiment un contact humain super important et essentiel pour eux. Donc, on a vraiment vu l'importance de notre espace, pas juste pour donner notre service à nos clients, mais aussi pour créer des connexions entre nos bénévoles. On a aussi créé des nouveaux programmes pour répondre aux besoins de la pandémie. Une chose qu'on a commencé à faire, c'est des appels de bienveillance. Au début, ce service était juste pour les clients de la popote roulante parce qu'on avait moins de contact avec eux à la porte pendant la livraison. Donc, on a commencé à faire des appels juste pour voir que tout le monde allait bien, qu'ils étaient en bonne santé, puis qui géraient quand même bien la pandémie. Puis, on avait aussi commencé à faire le même service, mais pour nos bénévoles, surtout les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes avec des difficultés sociales ou cognitives. Puis, ça a créé des nouvelles façons d'avoir des liens avec notre bénévole. Une histoire que j'aime beaucoup de ces deux programmes, c'est qu'on a eu des bénévoles qui appelaient les clients, mais on avait aussi des clients qui appelaient les bénévoles. Donc, ça a donné une occasion à nos clients aussi de devenir bénévoles, qui est quelque chose de quand même spécial. Puis, juste par hasard, on a une cliente qui s'appelle Karen, puis on a une bénévole qui s'appelle Karen, puis par hasard, Karen appelait Karen pour les appels de bienveillance pour les clients, puis Karen appelait Karen pour les appels de bienveillance pour les bénévoles. Donc, on a aussi eu l'occasion de créer des nouveaux liens entre des personnes qui ne se connaissaient pas beaucoup avant.
Puis, on a créé des nouvelles opportunités de bénévolat pour les personnes qui sont à la maison ou plus isolées, qui ne pouvaient plus venir en personne à notre espace. J'ai aussi été impressionnée par à quel point on est adaptable. On a dû changer nos services très vite parce qu'on avait besoin de continuer à les offrir, mais de garder tout le monde en sécurité en même temps. Donc, il y a beaucoup de choses que je pense que sans la pandémie, on aurait pris tellement de temps à les changer. Par exemple, aller d'un horaire en papier à un horaire informatique. Donc, c'est quelque chose, on parle de ça depuis des années, mais on n'a jamais fait. Puis, on l'a fait dans une semaine parce qu'on avait juste besoin de faire ça. Donc, moi, j'étais surpris à quel point on peut changer les choses quand on en a besoin. Puis je dirais qu'on est toujours en train d'apprendre comment connecter avec des gens sans pouvoir être proche. Avant, on avait beaucoup de choses dans notre espace physiquement qui aidaient avec ce sens de rassemblement. On avait nos divans, on avait une grosse assiette de gâteaux à partager quand les bénévoles venaient pour la livraison. Puis maintenant, on ne peut plus faire ça. Donc, on essaie de trouver des nouvelles façons de créer des liens avec nos bénévoles, de faire en sorte que notre espace soit un espace accueillant, coloré, où les gens se sentent à l'aise, même s'ils doivent garder une distance avec d'autres personnes. On fait parfois des choses en ligne. On a fait un petit trivia night avec nos bénévoles qui a quand même fonctionné. Puis on essaie aussi de trouver des nouvelles façons de faire ça, d'aller chercher des petites cartes avec des notes de nos clients qui peuvent envoyer à nos bénévoles pour leur montrer à quel point leur travail est apprécié. Donc ça, je dirais, c'est le point sur lequel on a beaucoup d'énergie en ce moment, c'est comment continuer à engager nos bénévoles et à donner le sentiment d'être apprécié, même si on ne peut pas être proche avec eux. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je peux prendre des questions à la fin de la présentation de Paul, mais j'espère que ça vous a été utile quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. C'est fascinant d'entendre l'expérience de Centropole, qui, oui, c'est connu pour une communauté qui est accueillante et tout ça, puis il faut faire face avec la réalité. Hein. Maintenant, c'est le tour d'Action Réfugiés Montréal. J'invite Paul Clark à faire sa présentation sur comment cet organisme a composé avec tous les changements forcés par la COVID. Paul est directeur général d'Action Réfugiés Montréal et s'est joint à l'équipe en 2013, après une carrière de 33 ans dans le secteur bancaire. Il a saisi l'occasion de travailler à Action Réfugiés Montréal afin de réaliser un rêve de longue date, d'œuvrer activement pour la justice sociale. Il dirige une équipe de 7 employés et reçoit plusieurs demandes d'entrevues dans les médias francophones et anglophones. C'est à vous, Paul. Merci Alison. Bonjour à tout le monde. Je devrais féliciter les gens de Bénévoles Canada, bien que Centropole Roulant et Action Réfugiés a des choses en commun. Nous sommes très différents. Vous allez voir que notre façon d'opérer est très différente. Moi, je vais parler de sujets que Hélène n'a pas discuté. Et ça vous donne une autre saveur d'organisme et de qu'est-ce qu'on fait, nous, sur d'autres éléments. Donc, juste pour vous expliquer vite, ça évidemment, c'est une photo de groupe maintenant. Là, tout le monde fait ça. Donc, nous sommes une équipe d'à peu près 8 ou 9 personnes. Nous avons 2 stagiaires et 7 employés chez nous. Nous accompagnons les personnes qui ont vécu une migration forcée. Juste pour vous expliquer vite nos programmes et après ça, on va voir de quelle façon les bénévoles sont présents
dans les programmes. Nous faisons des visites dans un centre de détention qui se trouve à Laval. Normalement, nous allons 2 fois par semaine. Nous sommes aussi présents pour les audiences pour les révisions de détention. Donc, nous avons des bénévoles qui se présentent au complexe Guy Favreau pour écouter des audiences. Nous avons un programme de jumelage où nous jumelons des dames résidentes à Montréal avec des dames réfugiées qui sont maintenant à Montréal. Il y a 5 ans, on appelait les résidentes montréalaises des bénévoles. Maintenant, ce n'est plus des bénévoles. On dit que c'est des participantes, un peu ce que disait Ellen, que c'est bidirectionnel en termes de l'aide. Nous avons un grand programme de parrainage de personnes réfugiées. Avec ça, nous avons des bénévoles qui aident avec la documentation, mais aussi avec quelques programmes. On a un groupe d'hommes où on a très peu de bénévoles. On fait le plaidoyer. Ça prend des gens qui veulent pas nécessairement monter dans les rideaux ou monter dans les rues, mais on fait du plaidoyer. Et on a normalement, on a plusieurs événements spéciaux au courant de l'année. Prochaine étape, s'il vous plaît. Donc, nous utilisons les bénévoles de la façon suivante. Donc, comme la plupart de vous, vous avez probablement un conseil d'administration et ça prend des bénévoles là-dessus. Et vu que la pandémie a passé 8 mois, la plus grande partie des organismes communautaires ont dû avoir une assemblée annuelle générale où souvent on a des élections. Comme je mentionnais, dans la détention, c'est des gens qui vont aux audiences. Le jumelage, les participantes. Le parrainage, on a un programme qu'on appelle Café Conversation, donc je vais en parler un peu plus tard, où nous rassemblons les gens simplement pour parler en français ou parler en anglais. Ce n'est pas des classes, il n'y a pas de tests, c'est juste des aires de discussion informelles. Les événements spéciaux, normalement, on va avoir un genre de party 5 à 7, 2 ou 3 fois par année, simplement pour rassembler les gens de la communauté. Et notre communauté, ça peut être des gens qui sont des personnes réfugiées, ça peut être des parrains, ça peut être des donateurs, ça peut être des étudiants, etc. Et si vous avez déjà organiser des événements spéciaux, en bon québécois, ça prend du monde. Et évidemment, normalement, on va avoir de 10 à 20 personnes à chaque événement. Donc ça, c'est la façon qu'on accueille les bénévoles chez nous. Prochain écran, Alison, s'il vous plaît. Donc, nous, notre AGA, c'est normalement au mois de mai. Donc, nous, on recrute des gens pour notre conseil d'administration en janvier-février. Donc, on était dedans lorsque la pandémie a pris le contrôle de notre vie. Finalement, les 4 personnes, le photo en haut, Zoom, ça, c'était la session d'orientation pour nos 4 nouveaux membres de notre conseil d'administration. Personnellement, moi, j'ai rencontré en personne 2 de ces personnes-là au courant de ma vie. Pas récemment, mais je les ai vus en présentiel. La personne plus à droite, elle est connue du président de notre conseil d'administration. Elle a déjà été bénévole. L'autre personne, en haut à gauche, là, personne ne l'a vu. Mais on avait rencontré en Zoom, on a pris des références. Et finalement, ils ont été élus lors d'un AGA par Zoom au mois de juin. Donc, il a fallu faire une orientation. Ils font partie de différents comités, mais c'est un enjeu à lequel tous on va faire. Je présume qu'il n'y a personne sur le séminaire aujourd'hui qui a un conseil d'administration dont les gens sont payés. Ça prend des gens, mais aussi il faut s'assurer que c'est des gens assez connus et ça va être un enjeu
donc pour la prochaine année, d'après moi. Donc, comme je vous dis, il y a 3 des 4 personnes ont été connues. Pour le programme de jumelage, la façon que ça fonctionne, on demande une dame montréalaise, une dame réfugiée, de devenir des amis. Et normalement, ils vont se rencontrer pendant 6 heures par mois pour 6 mois de temps. Ceci fait en sorte que ça devient difficile de les rencontrer. Pour eux, il fallait trouver une façon que ça soit qu'on respectait les demandes sanitaires. Mais on avait aussi beaucoup de groupes. On avait des activités de groupe. On pourrait avoir un souper ensemble. On pourrait aller dans une musée. Donc là, il a fallu arrêter ces choses-là. Et on s'est dit, vu l'intimité de la relation, comment est-ce qu'on peut mettre des gens ensemble si on ne les a pas rencontrés? Typiquement, on demande un CV, on rencontre les 2 parties séparées et on se rencontre ici à nos bureaux. Donc, ce qu'on a fait, on a demandé à des anciennes participantes qui n'étaient plus jumelles, à savoir est-ce qu'ils seraient prêts à reprendre le rôle de jumelles montréalaises de cette façon virtuelle. Comme ça, nous, on se sentait plus à l'aise pour la sécurité de tout le monde, de bien connaître nos bénévoles. Et on a eu 3 qui ont testé ça. On a vu que ça peut bien fonctionner de façon virtuelle, donc on a recommencé à faire les jumelages avec dont les deux parties sont complètement nouvelles pour nous. On a adapté aussi le programme. Notre coordonnatrice est assez créative. Elle a inventé une activité au Parc Jarry et elle s'est dit, bon, normalement, on aurait dit de venir de 14 heures à 16 heures. Donc, elle a dit, bon, c'est entre midi et 17 heures et elle faisait un peu un échéancier, qui veut venir à midi, qui veut venir à 13 heures pour être capable qu'on n'avait pas trop de monde en même temps. Le prochain écran, s'il vous plaît. La plupart des organismes communautaires doivent trouver de l'argent. La plus grande partie font des levées de fonds. Nous, on est chanceux. On en fait juste un par année. Et normalement, c'est fin septembre, début octobre. Ça s'appelle The Ride for Refuge. Et on fait un balade de vélo tous ensemble ou une marche. Donc, on ne pouvait pas se rencontrer 40 personnes, là, avoir un repas. Donc, on a inventé, comme plusieurs d'autres, une activité virtuelle. J'avais envoyé un message à peu près une vingtaine de personnes qui venaient à chacun. Un m'a dit qu'il ferait partie d'une rencontre virtuelle et toutes les autres ont dit non ou ils m'ont simplement ignoré. Même si la participation semblait bonne, on l'a fait quand même. Et on a demandé aux gens entre le 26 août et le 26 septembre de faire un trajet de vélo de 26 km ou une marche de 2,6 ou 5,2 km ou inventer une autre activité. Finalement, au lieu d'avoir une quarantaine de participants, on a eu 17, puis on a récolté à peu près le même montant que l'an passé. Les gens qui donnaient, qui faisaient des dons, semblaient être plus généreux cette année. Donc, en haut, on voit, il y a des gens qui ont fait du kayak de Pointe-Claire à Dorval et retour. À gauche, ça, c'est une de nos stagiaires qui vient de la Colombie-Britannique. Donc, elle a fait, je pense, 8 km fois 26 jours, là, un total de je ne sais pas trop quoi. Là, puis elle a fait de la marche, elle courait, puis elle est allée faire se perdre dans les rocheuses. Elle, on a eu de l'argent de elle là, partout dans le monde. Même Santiago de Compostelle, il y a quelqu'un qui a envoyé de l'argent.
À droite, le monsieur, c'est quelqu'un qui vient chaque année, puis lui a fait 78 km. Il a fait 26 fois 3. Là. Juste des randonnées là, un peu partout. Et comme je vous dis, on a demandé, êtes-vous prêts à nous aider pendant la COVID? Ils ont trouvé la façon de le faire. Donc, le levée de fonds continue comme on voulait. Prochain écran, s'il vous plaît. Donc, juste l'effet COVID-19. Donc, ici, ce que vous voyez en jaune, c'est l'effet que ça a eu sur nos programmes. Donc, visite en détention. Donc, ça, c'est les audiences. Donc, les audiences n'ont plus lieu au complexe Guy Favreau. C'est tout fait par vidéo. Donc, nos bénévoles, il fallait qu'on leur dise, on ne peut pas vous utiliser. C'est impassable. Le programme n'a pas lieu présentement. Le jumelage, comme je mentionnais, c'est à peu près la moitié. Il a fallu être beaucoup plus certain des gens qu'on mettait ensemble. Donc c'est rapetissé un peu. Le parrainage, pour le côté documentation, normalement, les gens viennent ici travailler devant des écrans pour nous aider avec les documents. Donc, il a fallu arrêter ça. Par contre, la partie café-conversation a pu continuer. Groupe d'hommes, depuis l'été, on a eu une activité en présentiel, donc très peu de bénévolat. Le plaidoyer se fait de toute façon. On va dans les médias, on écrit des lettres, on parle aux politiciens. Donc, quelqu'un qui nous aide avec le plaidoyer, ça n'a pas changé. Et les événements sont tous annulés. Donc, en somme, besoin de moins de bénévoles. Prochain écran. Nous, la façon qu'on aimait rencontrer les bénévoles potentiels, c'était parmi nos activités. En moyenne, nous recevons entre 150 et 200 offres de bénévolat à chaque année. Notre façon de faire, c'est de répondre aux gens, de dire, bon, voici, nous espérons que vous avez lu notre site web avec les opportunités de bénévolat et remplissez ce Google Form. Et notre expérience année après année, c'est que la moitié des offres ne revient plus. Donc, s'il y a 150 à 200 personnes qui disent « Ah, je veux venir vous aider », il y a entre 50 et 75 qui vont remplir notre formulaire. Déjà, on n'a pas des opportunités pour tout le monde. Et ce qu'on voyait, une façon de faire un genre de triage parmi ces offres, c'est de dire, on a un événement le 4 avril, on a un événement le 15 mai, on a besoin de servir du café, on a besoin d'aider avec le nettoyage et venez nous aider avec ça, vous allez rencontrer notre communauté et vous allez voir de quoi il s'agit notre organisme. Et pour nous, c'était une façon de rencontrer les gens et voir s'ils s'étaient vraiment intéressés et faire un peu plus de vérification pour eux, où est-ce qu'on pourrait les voir dans nos programmes. Donc, sans avoir les événements, on n'a plus ce genre de façon de rencontrer facilement 10 à 15 nouvelles personnes sans faire un rendez-vous avec chacun. Prochain écran. Je vous mentionnais le café conversation. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est les gens venaient ici, un peu comme les divans chez Centropol. On avait des biscuits, du café et les gens jasaient. Donc, on avait ça variait entre 2 et 12 participantes dans ces choses-là. Donc, de toute façon, c'était très présentiel. Donc, évidemment, il fallait arrêter ça. On a converti ça en Zoom très vite. Donc, ici, on a 2 bénévoles qui aidaient avec ce qu'on appelle café conversation. Mais ça ne veut pas dire que les gens veulent faire ça par Zoom. Donc, les gens devaient être assez flexibles très vite, à savoir, bon, est-ce que ça vous tente de continuer de cette façon-là? Donc, c'est un enjeu avec lequel nous devons tous composer pour l'instant. Prochain écran. J'ai
connaissance d'une bénévole qui est bénévole chez nous depuis à peu près 4 ans. Et c'est quelqu'un de très impliqué dans différents programmes. Donc, moi, je lui ai demandé, quand Alison m'a demandé de faire une présentation, je me suis dit, bon, je devrais demander à un bénévole c'est quoi ses réactions, comment elle se sent, et ça fait un genre de rétroaction pour nous. Donc, c'est quelqu'un qui a aidé avec la documentation. C'est quelqu'un qui nous aide beaucoup avec les cafés conversations. Et elle nous dit, on ne voudrait pas retourner juste au vieux programme. Le programme Café Conversation seulement présentiel. Ah, bien là, on a appris que ça se fait, que les gens vont participer par Zoom. Donc, elle m'implore, après la pandémie, de ne pas simplement retourner à ce qu'on faisait. Puis je pense Centre Paul Roulant a connu ça aussi. Elle a dit qu'il y a le potentiel d'enrichir l'expérience dans le sens, on a plus de temps à regarder des différentes questions parce qu'il y a des gens, les gens peuvent venir, peut-être vous avez déjà vu ça, quelqu'un qui ne venait pas parce qu'il demeurait à Montréal-Nord et ça prenait trop de temps à devenir au centre-ville. Là, il peut participer. Donc, on enrichit ça pour le participant et les gens peuvent venir pour une 15 minutes ou une demi-heure et donc les gens peuvent avoir l'expérience sans venir. Le fait que c'est tout en présentiel, qu'est-ce qui nous arrête qu'il y a quelqu'un en Colombie-Britannique, la dame qui faisait ses randonnées dans les Rocheuses, elle pourrait participer, elle pourrait être bénévole. Notre bénévole a dit qu'il fallait être beaucoup plus créatif dès le départ, mais elle est très créative, donc ce n'était pas un problème. Et c'est quelqu'un, je ne sais pas si elle vit tout seul ou juste avec une personne, elle travaillait de la maison, elle dit, moi, je me suis senti moins isolé par le fait que je savais que le jeudi, à 18h, je rencontrais du monde. Je rencontrais ma gang de café conversation, que ce soit les bénévoles ou les participants. Donc, elle a vu, il y avait une valeur pour elle pendant la pandémie. L'autre chose qu'on a faite pour cela, on a normalement, après le café conversation, on demandait aux gens, ils venaient au bureau juste dire bonjour. Là, on leur dit, envoyez-nous un genre de résumé de qu'est-ce qui s'est passé pendant la soirée. C'est une façon de rester en communication avec ces gens-là. Un peu même phénomène qu'ils ont eu chez Centre Paul. Au mois de mars, avril, tout le monde était chez eux. Ils voulaient faire du bénévolat. Donc, on a eu un peu trop, pas le nombre que Ellen a dû gérer, mais on a eu un petit boom. Et l'été, même chose, c'était très tranquille. Par la suite, au mois de septembre, on a eu un autre petit boom. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est de dire aux gens, bon, nous opérons de façon très différente. Si vous voulez faire des audiences de détention, ça n'existe pas. Pour l'instant, on va quand même maintenir votre nom. Et donc, il fallait modifier beaucoup notre façon de répondre aux gens pour gérer les attentes de bénévolat. Quelqu'un veut être bénévole, il veut faire quelque chose, probablement il veut faire quelque chose tout de suite. Donc, il faut être quand même clair avec les gens, de répondre assez vite pour dire, on n'a pas grand-chose, voici comment ça fonctionne. Pour ne pas brûler la relation potentielle avec les gens. Prochain écran. Et je veux dire juste le son. On a presque le temps pour les questions, Paul. Okay, juste, une petite minute, si vous avez quelque chose à dire. Je ne veux pas... n'ayez pas peur de demander à un bénévole de changer de programme. De dire, quelqu'un veut faire des audiences de détention. On a besoin d'un café conversation que le bénévole peut faire le pivot comme l'organisme. Oui, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui a les mêmes
quel goût de changer ce qui le fait, le plaisir ou le confort de son rôle. Oui, c'est vraiment. Merci beaucoup, Paul. Je m'excuse pour te couper, mais c'est juste, on approche, on a juste 10 minutes. Donc, maintenant, c'est le temps pour vous de poser des questions. Si vous n'avez pas déjà, allez dans le chat, mettre vos questions. Je crois que Paul et Ellen sont prêts à vous répondre. Je ne sais pas si Deb, vous avez trouvé moi j'ai... Oui, c'est plutôt pas des questions, mais des commentaires par les participants qui ont la même expérience que Paul et que Ellen. Ellen a noté moins de bénévoles en ce temps-là. Puis nous avons posé la question lesquels des défis sont présentés dans vos organismes. Et il y a une personne qui a répondu qu'il y a un manque de bénévoles, bien sûr, mais de l'autre côté, il y a un centre d'action bénévole qui a noté qu'il y avait beaucoup de bénévoles, mais il y a moins d'offres de la part des organismes. Donc, les deux se présentent dans les organismes, ça dépend. Merci, Deb. Mais peut-être il y a d'autres questions qui vont apparaître. En attendant, j'ai une question pour vous deux, si vous pouvez répondre. Vous êtes toujours en train de soutenir des bénévoles, des collègues de travail, des clients. Que faites-vous pour vous soutenir dans tout cela? Peut-être une petite pratique que vous avez ou quelque chose que vous avez appris qui vous aide à continuer dans le travail que vous faites? Mais moi, je suis quelqu'un qui fait du vélo. Et le fait que j'ai pu à faire le train de banlieue deux fois par jour, je gagne 1h30 par jour. Donc moi, je fais beaucoup de sport de cette façon-là et j'encourage mes collègues à faire de même. Je pense que l'autre chose aussi que beaucoup de gens ont appris, oui, je suis chez moi, mais j'essaie de ne pas ouvrir mon ordinateur avant 9 heures le matin, puis à 17 heures, j'essaie de le fermer comme si je partais du bureau. Je pense que tout le monde, on a trouvé des façons de ne pas travailler 18 heures par jour. OK. Aller dehors, prendre l'exercice, ne pas travailler 24 heures sur 24. C'est des bons conseils, j'imagine, pour tout le monde. Ellen, est-ce que toi, tu as une... Oui, donc une chose qui est importante ou intéressante pour nous, c'est le fait que même si on fait un peu plus de télétravail, je travaille de mon bureau quand même la moitié de la semaine. Puis surtout, en début de la pandémie, tout le monde était très stressé parce qu'on avait cette responsabilité de ne pas mettre nos clients en danger. Donc, une chose qu'on a commencé à faire, c'est juste de faire des choses un peu, je ne sais pas exactement le mot, mais comme des choses loufoques, juste pour avoir le fun au travail. Donc, par exemple, on a eu une journée où tout le monde s'est déguisé en super-héros, puis on a juste fait toute la journée en costume de super-héros. Donc, si vous avez une façon de juste avoir du fun avec votre collègue, ça nous aidait beaucoup à réduire le stress de juste, juste célébrer des choses ensemble. Bon, et j'ai une question pour les deux. C'est posé comment ajustez-vous vos programmes pour les bénéficiaires qui ont un accès limité pour la technologie? Nous parlons beaucoup d'adapter des programmes en format virtuel pour... c'est pas toujours possible. Oui, nous, on a rencontré ça, puis c'est certain, nous, on accompagne des personnes réfugiées. Donc, on a même, en discutant avec les gens, on a connu des familles avec 2 ou 3 enfants qui ont un téléphone. Donc, les enfants faisaient les devoirs là, un après l'autre sur un téléphone. Donc, c'est certain que c'est un enjeu. Nous, ce qu'on a fait, il y avait de l'argent, si vous êtes dans des organismes communautaires, vous savez qu'il y a de l'argent qui tombe du ciel un peu
via le fédéral et d'autres organismes. Nous, on a fait des demandes de subventions et on a eu 10 000 $ pour acheter des ordinateurs portables pour notre clientèle. Ça, c'est pour les aider à communiquer avec nous, à participer. Mais c'est certain que nous, on n'a pas le 10 000 à leur fournir, mais on a décidé que c'était important pour les familles. Donc, nous, on a fait ça. Mais comme notre groupe d'hommes, il y a des hommes qui ne peuvent pas participer parce que la technologie fait en sorte que c'est difficile. On fait ça à 17 heures le dimanche. Moi, je mène le groupe sur Zoom. J'ai mes collègues qui sont en contact avec certains hommes pour essayer de leur faire connecter, puis des fois, ça rate. C'est un enjeu qui ne disparaît pas. Et Hélène, pour vos bénévoles ou vos bénéficiaires, est-ce qu'il y avait des problèmes de connectivité ou technologie ou équipement? Honnêtement, comme j'ai dit, la plupart de notre bénévolat, ça se fait en personne. Donc, c'est sûr qu'on a des enjeux là-dedans, mais beaucoup moins que Paul, parce que pour nous, les enjeux, c'était comment pouvoir faire le bénévolat en personne et pas virtuellement. Et le contact avec les clients, c'est par téléphone en général, j'imagine? Oui, en ce moment, oui. Bon, il y a une autre question. Nous ne se trouvons pas tous dans un centre urbain, donc peut-être auriez-vous des conseils afin de recruter des bénévoles en milieu rural? Quels sont les moyens que vous utilisez afin de mobiliser la population? Je trouve que c'est une bonne question. Et à Bénévoles Canada, je parle de moi et peut-être Deb, ça serait peut-être un webinaire intéressant à faire si on peut trouver des organismes dans le milieu rural ou semi-rural, même si c'est proche d'un centre urbain, mais c'est sûr que c'est différent que dans une ville, c'est sûr. Mais je ne sais pas, peut-être Paul et Hélène, vous avez une idée, mais pour moi, vous êtes les deux dans le centre-ville. Oui, j'essaie d'imaginer vite une réponse et ça, c'est vraiment un défi. C'est un défi même avant la pandémie. Donc, encore plus maintenant. Est-ce que vous avez une autre question, Alison, ou vous voulez finir? Je vois en fait qu'il y a d'autres questions dans le chat auxquelles je peux répondre, si vous voulez. Oui, allez-vous. J'ai vu qu'il y a une question par rapport à notre service de popote roulante puis la livraison en auto. La première réponse à cette question, c'est que la livraison se fait, il y a plusieurs moyens de le faire. Donc, on a des bénévoles qui vont aller à pied, en vélo, en transport en commun, mais aussi en auto. Nous, on a 2 autos à nous-mêmes, mais en fait, quand on a commencé à envoyer les bénévoles tout seuls, on n'avait plus 2 personnes en voiture, ce qui rend ça vraiment difficile de devoir trouver du stationnement à chaque fois qu'il faut sortir pour aller en haut. Donc, en fait, on a divisé les routes en 2 pour avoir comme un trajet moins long à faire pour nos bénévoles. Ce qui a réduit le travail pour chaque personne, mais ça a doublé le nombre de routes qu'on avait à faire. Donc, c'est sûr que trouver des gens avec une voiture, c'est difficile, mais une chose qui a marché pour nous, c'est en fait de créer des liens avec d'autres organismes ou d'autres entreprises qui ont accès aux voitures. Donc, pendant quelques mois, peut-être 3-4 mois, Communauto, qui est un service de partager des autos, nous a offert une voiture à nous pendant 3 ou 4 mois. Donc, on avait une voiture de plus de cet organisme ou cette entreprise-là. Puis, en ce moment, il y a un autre organisme qui s'appelle Turo, qui est un peu comme Airbnb, mais pour les voitures, pour que les gens puissent partager leurs autos avec d'autres personnes. Puis, eux aussi nous ont prêté une auto pendant quelques mois. Donc, je ne sais pas, si vous êtes en zone rurale, ça sera peut-être plus difficile, mais si vous savez qu'il y a, par exemple, Uber Eats ou Communauto ou d'autres organismes qui ont des voitures,
je vous conseille d'être en contact avec eux pour voir s'ils veulent vous aider avec ça, parce que ça nous a vraiment aidé depuis le début. Donc, il y a encore des questions, mais il reste plus de temps, mais je vais les poser après le webinaire à Paul et à Ellen. Mais merci Deb et merci encore beaucoup Paul et Ellen. C'est sûr qu'on va garder les questions, on va les transmettre à Paul et Ellen et maintenant qu'on a les noms des organismes dans l'enregistrement, on peut aussi communiquer avec vous. Donc, merci beaucoup pour... j'ai juste voulu vous donner les contacts, l'information pour l'information de Hélène à Centre Paul, Paul à Action Réfugiés, moi à Bénévoles Canada. Et aussi, si jamais vous avez voulez de l'information sur les autres ressources sur la COVID que Bénévoles Canada présente sur les pages. Merci beaucoup encore. Je m'excuse pour les petits bugs de dernière minute. Et merci, un gros merci pour Paul et Hélène pour avoir donné leur temps, leur générosité de partager leur expérience aussi. Et je veux dire bonne fin de journée à tout le monde.